Je m'appelle Axel, j'ai 37 ans, je suis en Israël depuis 5 ans et j'ai 4 enfants. J'habite à Maladoumim, à côté de Jérusalem. D'où tu viens, Axel? Je viens de France, moi j'habitais à Boulogne. Par contre, j'ai pas fait mon alia de France. En fait, moi j'habitais en Espagne depuis mon mariage. Donc j'ai vécu pendant 7 ans en Espagne. Et j'ai fait mon alia d'Espagne en fait en passant par Paris, puisque on a intégré une année avant notre alia, on a intégré un groupe. On a été pris en charge depuis le début, très très encadré à tous les niveaux. Vous êtes arrivé dans une petite localité, oui, c'est ça? On est arrivé à Kochav Yaakov. En fait, on avait le choix entre trois endroits, Kochav Yaakov, Eli et Hedera. On a choisi d'habiter à Kochav Yaakov. On a vécu là-bas pendant 3 ans. C'était un endroit idéal pour s'intégrer. C'était très familial, beaucoup de solidarité. On a été accueillis à bras ouverts. On a été très très aidés. Je m'appelle Annie. Voilà, on est monté en Israël depuis 4 ans avec ma petite famille, c'est-à-dire mon mari et mes 2 enfants. Alors mes 2 enfants, ils sont montés à l'âge de 10 et 12 ans. Voilà. Et quoi dire d'autre? On a choisi Jérusalem. D'abord parce qu'on a de la famille ici. Alors toute la famille de mon mari est là et puis la mienne est en France. Donc voilà. Un peu dur pour moi, mais on s'arrange. Alors, je m'appelle Hélène, je suis de Belgique, originalement. Je suis venue en 2010 et je suis revenue maintenant cette année-là. Donc, je suis ici 1 an. D'accord, donc c'est une deuxième alia. Une deuxième alia, on peut dire, ouais. Je m'appelle Yehudit Elkaya. Je suis en Israël depuis 3 ans, je viens de France. Mon métier, en France, j'étais formatrice sur logiciel de dessin AutoCAD. Voilà, j'ai fait ça pendant à peu près 5-6 ans en France. En étant prof ici, disons que je ne peux pas passer dans les écoles à cause de la langue. Donc je passe plutôt en tant que privé. C'est plus facile, et même pour moi c'est plus facile de toute façon. Et voilà, c'est de la recherche de travail qui s'est fait au début intensivement. Et puis maintenant, bon, aussi intensivement, mais d'une autre façon, puisque j'ai trouvé le biais des cours privés en fait. Je sais que je suis arrivée, la première chose qu'on m'a dit, bon, bah d'accord, tu as fait des études de maths, prof de maths. Et pourtant, il n'y a pas forcément une raison de se bloquer à ça, surtout quand on a continué des études supérieures un peu plus élevées. Je trouve que c'est dommage. Tu étais vraiment ouverte pour faire autre chose? À la base, oui, maintenant. Je me suis déjà un peu découragée. Ma difficulté, elle vient en fait du fait que j'ai pas encore fait reconnaître mon diplôme. Et donc, concrètement, on me paye comme si j'avais fait aucune étude. Alors que j'ai pratiquement un master de maths. Et en Israël, j'ai complété une Teudat Torah, mais il me manque un cours que j'ai pas fait. Et donc j'ai aucun diplôme concrètement. Donc c'est aussi pour ça que je me suis pas vraiment acharnée à chercher du travail, puisque j'ai rien de concret à leur présenter, quoi. En fait, je ne sais pas du tout ce que c'est de faire une alia et d'être lâché dans la nature, de se sentir seul et de se sentir perdu. Parce que nous, on a été hyper entourés. Déjà, moi, j'ai fait une alia tapis rouge. Donc, dès le premier jour de mon arrivée en Israël, en une journée, on a fait le Bitoire Leumi, la banque. Tous les organismes étaient à notre disposition dans l'hôtel, donc ça nous a beaucoup aidé. Ensuite, on a été très encadrés par l'alia de groupe de Shalom Var. On avait aussi une famille d'accueil qui nous a conseillé, accompagné tout au long de nos démarches au début. Pourquoi on n'a pas un site qui nous relaye tout ça, en français, je veux dire. Mais des fois, c'est pour des choses très simples. Des fois, c'est juste accès, par exemple, au permis de conduire. Des fois, c'est juste accès au passeport. Toi, si tu avais une requête à faire au Misra d'Aklita, par exemple, si tu étais face à un responsable ou quoi, tu lui dirais que ça, c'est important. Les sites en français, oui, les sites ministériels, les traduire en français, ou même en anglais. Bon, en anglais, je pense qu'ils y sont, mais c'est pas partout. Parce que sinon... on n'a pas d'accès, on n'a pas de moyens.
en fait. On n'a aucun outil pour accéder à tout ça, par des petits outils, par les associations, par du bouche à oreille. On est tombé sur quelqu'un qui a fait ça. À ton avis, combien de temps il faudrait pour dépasser les problèmes de langue et de mentalité, pour arriver à se sentir tout à fait intégré ici? Ça dépend beaucoup de comment on arrive. Ça veut dire, moi personnellement, quand je suis arrivée, je parlais déjà la langue de l'école. Je sens pas qu'en 2-3 ans, j'ai fait réellement des progrès. Quelques mois plus tard, je me suis mariée avec un Israélien. Donc, pour moi, je suis déjà intégrée dans le système israélien. Mais si on arrive sans parler la langue, ou pratiquement pas, et déjà à un âge plus avancé, c'est sûr que c'est très difficile. Et s'il y a une solidarité un petit peu plus importante au niveau des francophones, c'est aussi un soulagement. Parce qu'on sait vers qui se tourner pour traduire un papier. On n'est pas seul. On n'est pas seul, voilà. Oui. Je pense que l'information ne passe pas assez vis-à-vis du ministère d'Aklita. Il y a des relais, c'est sûr qu'il y a des relais par rapport au matnas, par rapport à des choses comme ça, il y a des relais. Je ne dis pas que ça ne passe pas du tout, mais je pense que ça pourrait être beaucoup plus important. Surtout par rapport à une globalité qui est la francophonie. Je veux dire, il y a les Belges, les Suisses, il y a beaucoup quand même de francophones. Les Olim Khadashim sont très difficiles avec la langue pour commencer, alors ils ne comprennent pas tout ce qu'on veut d'eux. Et je trouve que l'aide devrait être beaucoup plus agressive et beaucoup plus, comment on dit, one-on-one. Personnalisé. Voilà. Ça veut dire à partir du moment où on a des diplômes israéliens, alors c'est sûr que c'est plus facile de rentrer dans le monde du travail israélien. On est équipé en fonction de l'attente du pays, de ce qu'ils veulent ici, quoi. Et les diplômes de France, qui ont un niveau autre que les diplômes israéliens, ben, ils ne sont pas forcément reconnus à leur juste titre, à leur juste valeur. Souvent pour des demandes d'emploi, on demande les moyennes, qui ne sont pas du tout équivalentes à celles trouvées en Israël. Ça veut dire en Israël, pratiquement tout le monde a plus que 80 de moyenne. Trouver quelqu'un qui a plus que 16 de moyenne en France, c'est très rare. Je vise directement le marché du travail israélien. J'ai étudié en hébreu. Donc vraiment, bien que mon parler au quotidien soit pas hyper fluide en hébreu, mais en tout cas pour tout ce qui est de l'architecture et de la décoration, je me débrouille même mieux qu'en français puisque j'ai tout appris en hébreu. Et le marché français est trop limité ici, donc il faut vraiment que je m'ouvre au marché israélien. L'emploi est très rapide ici. C'est-à-dire que l'employeur est capable de nous prendre du jour au lendemain. Dans l'heure qui suit, on est capable de commencer un emploi, sans problème. Mais il faut savoir que dans l'heure qui suit, on peut aussi être arrêté, ce même emploi. Il n'y a pas de système de contrat comme en France. L'employeur peut vous dire, bon ben tu pars demain, tu ne viens plus travailler. Et puis c'est tout. Je pense que ça. Moi, de ce que j'ai connu, c'est ça. Voilà. Tu dirais la très grande flexibilité. Il y a une très grande flexibilité au niveau de l'employeur, hein. Mais même de l'employé. Hein. Je pense qu'il peut faire la même chose lui aussi. L'avantage et l'inconvénient pour toi, c'est très dur de se dire, on peut vous dire de partir du jour au lendemain. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire d'énormes projets. Comment est-ce qu'on conçoit ça? Il y a des assurances chômage, mais elles sont très minimes ici. Il y a ça aussi. Ça aussi, c'est un problème de langue, parce que comme on n'est pas vraiment dans le marché de l'emploi, on n'est pas au courant de tous ces biais. Des lois sociales. Des lois sociales, oui, voilà. S'il y a des aides sur un salaire minimum. Bon, maintenant, je suis un peu plus au courant. Mais c'est pas venu tout seul. S'il y a des lois pour un salaire minimum, pour des petites choses comme ça. Ce que je trouve très difficile, ce sont les salaires. C'est la première chose qui vraiment frappe. Les salaires sont tellement bas qu'on ne peut pas vivre de ça. Et surtout à Jérusalem, parce qu'à Tel Aviv, ça va déjà mieux.
les loyers sont tellement hauts et les dépenses sont tellement hauts qu'il y a un problème. Tu étais préparée? J'étais préparée en fait. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui m'a choquée ou qui m'a... J'étais déjà consciente avant d'arriver. Si on veut continuer après des études en Israël et rentrer dans des universités, il y a des universités qui ont des barèmes et qui savent faire des évaluations assez cohérentes. Il y en a beaucoup qui nous regardent comme si on avait... Qu'est-ce que tu viens faire ici? C'est quoi ces notes? Ça veut dire ça correspond à rien. Voilà. Moi, si j'ai un conseil à donner à tous ceux qui veulent monter en Israël, c'est d'avoir un bon bagage au niveau de la langue. Voilà, le bagage dans la poche, on a ce qu'on a, mais c'est le bagage linguistique qui est important. Il faut pouvoir s'exprimer, il faut pouvoir demander du travail, bien le demander, bien le formuler. Et il faut savoir se défendre vis-à-vis de l'employeur, savoir faire ses propositions, ses propres propositions. Et ça, c'est important, savoir où sont les emplois. Donc ça, si on ne sait pas lire une annonce, je veux dire, on passe à côté de plein de choses. Savoir mettre une annonce sur Internet, tout ça, ça passe par la langue. Ce qui se passe, c'est qu'au début, on arrive avec beaucoup d'ambition, on a envie de chercher du travail et on se dit, il y a beaucoup de travail, mais à force de comprendre qu'il y a un problème à Jérusalem, on commence à ne plus avoir tellement espoir. Tous ces Olim qui arrivent, qu'on encourage à venir, il faut ensuite un processus pour l'aider. Bien sûr, les aider à s'intégrer, à trouver du travail, bien sûr. Ouais. C'est sûr qu'on n'est pas considéré comme un Israélien, donc on ne reçoit peut-être pas, je ne sais pas. Je pense, mais peut-être pas le même salaire qu'un Israélien ici. À mon avis, on reçoit un salaire qui est un salaire d'immigrant, tout simplement. Donc il doit faire ses preuves. Et il faut faire avec ce salaire d'immigrant, bien sûr. Avec un loyer qui est identique. Avec le loyer qui est identique pour tous les Israéliens. Là, il n'y a pas de différence. Un coût de la vie qui est identique voilà. pour tous les Israéliens. Oui. D'accord. C'est quelque chose que tu arrives à gérer au quotidien? Bien sûr, on peut gérer. On gère. Comme ci, comme ça, comme on dit. Mais on gère, on est venu pour vivre ici. On est venu pour que nos enfants vivent ici. C'est ça le plus important. Je ne comprends pas le pays d'Israël, on amène des olim, tout le temps on est très fiers, je vois dans les nouvelles tout le temps comme on est fiers, toutes ces organisations comme Nefesh Benefesh qui amènent des milliers d'olim sur des charters, ils sont très très fiers. Moi-même, je suis venue avec Nefesh Benefesh, mais en fin de compte, on ne parle pas de tous les gens qui partent, des milliers d'olim qui ne restent plus. Donc on fait qu'amener et repartir des gens. C'est pas logique. Il y a quelque chose de très base qui ne marche pas. Et bon, on le sait. C'est vraiment le fait que la vie ici est très très chère, ça devient de plus en plus cher. Et donc, comme j'ai dit, il y a un problème. Mais à part en discuter, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Ça ne va pas avancer. Et je ne crois pas que ça fasse avancer les choses. Ça nous montre qu'il y a d'autres personnes dans le même cas que nous, oui. Voilà. Qu'on n'est pas seul. Je pense qu'on n'est pas assez important pour ça. Pour que les institutions se rendent compte de ce groupe, de ce problème. La vérité, c'est que quand je suis venue ici, on m'a dit des choses que je ne comprenais pas au début. Par exemple, on me disait c'est un pays pour les riches ici. Si on ne vient pas avec beaucoup d'argent, si on n'est pas bien aisé, alors on n'a pas quoi faire ici. Et c'est exactement après un an, j'ai compris ce qu'on veut dire. Il faut pouvoir soutenir ces gens qui arrivent, ne pas leur donner de faux espoirs et faut arriver à les aider, je veux dire. À les aider et puis à concrétiser tout ce qu'ils veulent faire. C'est ça aussi, c'est concrétiser. On a un but, c'est d'arriver à ne serait-ce que s'en sortir un petit peu. Mais il faut arriver à le faire. Moi, j'ai vécu deux situations un peu extrêmes en fait. Depuis mon alia, en fait, j'étais mariée. Donc, Baruch Hashem, on n'avait pas de problème financier.
C'est pour ça aussi que j'ai pas travaillé, j'avais pas besoin de travailler. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, j'ai pas tellement souffert en fait. Je sais qu'il y a aucune aide, il y a presque aucune aide au niveau social, etc. Bon, jusqu'à maintenant, j'en avais pas tellement souffert. Par contre, j'ai divorcé depuis quelques mois, donc la situation a bien changé. Et là, je me rends vraiment compte de la différence, je me rends compte de toutes les aides que j'aurais pu avoir effectivement en France, que j'ai pas ici. Et ici, il n'y a aucune aide, vraiment. Mais bon, malgré tout, j'ai jamais remis en cause mon alia. Et si c'était à refaire, je referais 10 fois. Et pour rien au monde, je partirais d'ici, malgré toutes les difficultés. Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils partent, qui sont venus avec des rêves. Si tu me demandes, la seule façon de vraiment, il y a des gens qui restent en Israël malgré la souffrance et malgré la pauvreté, c'est vraiment parce qu'ils ont quelque part comment ça s'appelle, un sionisme, un idéalisme qu'ils ne veulent pas mettre de côté, et alors ils arrivent à rester. Mais sinon, si on n'a pas cet amour et cet idéalisme, les gens se réalisent que ça ne marche pas, quoi. Si on ne peut pas s'en sortir, c'est logique qu'on ne reste pas. Je pense qu'on est obligé de voir plus à long terme, parce que si on voit la première difficulté qui est la difficulté du travail ou la difficulté des loyers qui ne sont pas en rapport par rapport à un salaire qu'on va gagner nous, je crois qu'on a vite fait de retourner. Hein. Le problème ne se pose même plus. C'est-à-dire face aux problèmes matériels qu'on peut rencontrer. Ben oui, c'est un problème, c'est un gros problème, parce que comment tu fais vivre ta famille à ce moment-là? C'est quand même des besoins de première nécessité. Je pense que si on cherche un emploi en Israël, c'est sûr qu'il faut venir avec une certaine volonté et ne pas s'arrêter à la première difficulté, parce que sinon on arrive forcément à rien. Et que c'est le parcours du combattant jusqu'à éventuellement trouver quelque chose. Mais il ne faut pas non plus s'attendre à trouver le métier ou le salaire qu'on aurait eu en France. Les Olim Khadashim sont très difficiles avec la langue pour commencer, alors ils ne comprennent pas tout ce qu'on veut d'eux. Et je trouve que l'aide devrait être beaucoup plus agressive et beaucoup plus, comment on dit, one-on-one. Personnalisé. Voilà. S'il y a plus d'émulation au niveau de solidarité, même des solidarités au niveau des Français, ça pourrait marcher. Des groupes de recherche, des groupes qui permettent d'accéder à la recherche d'emploi, qui permettent de ne pas aller à la pêche aux informations comme on fait. Moi, j'ai toujours l'impression qu'on a trouvé par hasard quelque chose ici. On a trouvé par hasard qu'il y avait une formation pour les Olim, on a trouvé par hasard qu'il y avait un stage de professionnel là-dessus. Alors que ces informations devraient être ça devrait être canalisé, bien sûr, ça devrait être canalisé. Les Olim, on les connaît, je veux dire, on est fichés. C'est pas difficile de les trouver. Et puis pourquoi nous, on va recevoir? Il y a certains Olim qui ne sont pas venus par un groupe. Je pense qu'ils y ont droit aussi. Et s'il y a une solidarité un petit peu plus importante au niveau des francophones, c'est aussi un soulagement. Parce qu'on sait vers qui se tourner pour traduire un papier. On n'est pas seul. On n'est pas seul, voilà. Oui. Je ne savais pas comment m'y prendre, comment le marché israélien me paraît paraît assez inaccessible et assez étranger. Je ne savais pas très bien comment m'y prendre, comment me présenter, comment rédiger un CV, comment me présenter à un entretien. Qu'on me mette sur des rails et qu'on me donne vraiment des éléments, des outils pour commencer à chercher et pour avoir une recherche fructueuse. Si c'est un véritable changement de direction qu'il faut faire, ou s'il faut continuer dans ce qu'on faisait en France, parce qu'il y a aussi ce choix qu'il y a à faire. Beaucoup de gens se demandent est-ce qu'ils doivent changer carrément de profession, faire autre chose, ou continuer dans la même voie, des petites choses. Donc une reconversion, oui. Donc c'est
c'est y voir plus clair dans nous-mêmes, en fait. Le sentiment quand même d'avoir trouvé ta place. J'ai le sentiment d'être à ma place complètement. J'ai aucun doute là-dessus. Je suis à ma place et j'en bougerai plus. Quand tu penses à tes enfants, en fait, tu es heureuse aujourd'hui de la transition qui a été faite, du nouvel enracinement que tu leur as proposé ici? Complètement, complètement. En plus, ils sont arrivés, ils étaient très jeunes. Donc, ils se sont intégrés vraiment très vite à tous les niveaux. Et oui, je suis vraiment contente. Je suis contente de leur avoir offert cette vie, de l'avenir aussi qui s'offre à eux, chez eux, dans leur pays. Et je suis très très contente de ça.